Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve, c'est la reprise pour la 93e. Bonne année à tous, premier épisode de l'année 2022. On a eu un peu de retard et de contretemps, tous individuellement. Mais tout va bien, la 93e ne s'arrête jamais et on se retrouve avec beaucoup de monde. Déjà l'équipe complète de la 93e avec Mehdi et Ludo et deux invités. L'un que vous connaissez bien entendu parce qu'il est là souvent et une Est-ce que c'est petite... vraiment un invité? Je vais arrêter de dire que Kevin est un invité, effectivement. On Oui, va oui, présenter c'est un taulier maintenant. tout le monde. Mehdi, Ludo, comment allez-vous, messieurs? Ludo, comment vas-tu? Bah écoutez, ça va bien. J'ai été happé par le virus qui bloque l'univers tout entier ces derniers temps. Mais ça va bien. Par chance ou je sais pas, métabolisme, je vais bien. C'était un très bon football allemand cette semaine, enfin ce week-end. Je me réjouis de débattre. Il y a une grosse signature contrat qui a été faite. Ça va faire jaser. Moi, je trouve pas que ça extravagant, mais je me réjouis d'en débattre. Au top, Ah, très content de te retrouver Ludo Moi aussi. pour cette nouvelle année 2022. Mehdi, le taulier finalement de la 93e, c'est toi. Mehdi, comment vas-tu? ciao ragazzi, comment allez-vous? Ça va bien? Écoutez, je suis très heureux de vous rejoindre et d'être avec vous ce soir. Je suis super content qu'on soit tous les quatre et j'ai vraiment hâte de discuter avec notre invité spécial guest. Donc voilà. Mais ouais, je suis super content d'être là ce soir. Au top. Je tiens à dire devant toute la France entière, devant toute l'Italie entière, que la Serie A est le meilleur championnat du monde. Ah oui, C'est un parce dû, que Mehdi. j'ai gagné un pari il y a pas longtemps là, Ju- juste avant le début du Juste avant podcast, et il était l'émission. obligé de le dire. Il était Exactement. obligé de le Voilà, dire. chose promise, Sous la contrainte, chose hein. due. La Serie A est le meilleur championnat du monde, bien évidemment, on le savait. Dans cet épisode, bien entendu, vous le savez, Kevin est encore là. Kevin en direct de Zagreb. Kevin, comment vas-tu? Exactement. Dollar ça va très bien et toi? Au top, très content de te retrouver. Est-ce que les fêtes se sont bien passées? Est-ce que ton emménagement dans ton nouveau pays d'accueil s'est bien passé? Ça va. Je suis encore en plein dans la paperasse. J'ai toujours pas de compte bancaire croate, mais ça va. Je me débrouille tout doucement. Et donc, tu travailles déjà? Ouais, je travaille déjà. Je suis arrivé Et donc, mercredi et j'ai commencé jeudi. t'es payé comment? T'es payé en valise directement? Ou comment? Ouais, je pense que ça va être ça. Merci en tout cas Kevin de prendre un peu de temps et de participer même si tu es à l'autre bout de l'Europe, ça nous fait super plaisir. Kevin, grand champion du premier quiz, hein, je le rappelle. Deuxième quiz est en préparation. Donc J'emmenais restez... l'écharpe avec moi. Ah, très belle écharpe. Et Lenny aussi avait reçu son écharpe aussi, bien entendu. Messieurs, vous l'avez vu dans les commentaires aussi, on a une super invitée, spécial guest. Valentina nous fait l'honneur de participer à cet épisode. Valentina, comment vas-tu? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis contente, je vais bien ici en Italie et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des moments de foot. D'ailleurs, il y a la Serie A qui se déroule en ce moment, les derniers moments des matchs. Il y a encore quelque chose ce soir, mais voilà, de ça, on va parler bientôt. Et je suis contente de vous connaître et j'espère passer un bon moment tous ensemble. Bah, ça nous fait Ouais. énormément Ouais. plaisir. Dans les commentaires, il y a Joël qui nous dit Milan, Spezia, un partout, Mehdi transpire. Effectivement, l'AC Effectivement. Milan joue actuellement, le Napoli joue aussi actuellement. Mm. Le Napoli qui mène 2-0 si je dis pas de bêtises. Et Voilà. le Milan qui fait un partout face à l'équipe de Thiago Motta. Il reste encore une petite demi-heure si je dis pas de bêtises à jouer. Euh, Non, il reste un quart d'heure. un Il quart en est d'heure, Pas de à la moi. 77e minute, 77, 78e. donc Mm. un petit quart d'heure à jouer. Vous le savez, dès qu'on a des invités, Mehdi se fait un plaisir de faire une petite interview. Donc on va vous laisser. Mehdi, Valentina, petite question. Kevin et Ludo, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais Mehdi, je Je te suis là. laisse la main. Je suis prête. Allez, c'est parti.
Bon, donc on a la chance de recevoir Valentina Clemente, entre autres de Calcio Espresso, qui est un très bon podcast que je vous recommande et un compte Twitter aussi qu'il ne faut pas hésiter à suivre. Donc Valentina, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais en ce moment parce que c'est vrai que je sais que tu as travaillé avec le Corriere dello Sport, avec Sky Sport, etc. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu continues à travailler avec eux? Est-ce que tu n'as que Calcio Espresso? Mais je ne pense pas. Non, je n'ai pas que Calcio Espresso parce que, bon, j'aimerais me consacrer avec Cédric, que je salue, mon confrère avec qui je gère ces podcasts sur le foot italien, sur la culture du foot italien, parce qu'on aime le souligner. Ce qu'on apprécie, c'est de faire un travail un petit peu différent. Ça veut dire pas se concentrer simplement sur l'actu, mais aller dans un peu les coulisses de la Serie A, sous ses petits secrets, sous tout ce qui peut tourner autour. Je veux dire, on passe de la géopolitique à l'histoire, on passe à l'art. On a des anciens joueurs ou des joueurs qui sont venus nous voir. Donc, c'était très sympa. C'est un projet un peu différent par rapport à ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'on l'aime bien et qu'on a aussi un bon retour parce que essentiellement, on crée quelque chose de différent qu'il n'y a pas dans les panoramas. Donc, c'est très important pour nous. Dit ça, j'ai fait des correspondances en ce moment de temps en temps pour la BBC. Parce qu'après la mort de Maradona, ils m'ont trouvé sur Twitter. Cool. Pas pour Maradona, mais... Voilà, cool. Non, je dis que c'est un cadeau de Diego, parce que moi, pour qui ne le sait pas encore, je suis supportrice de Naples, donc pour moi, vu qu'on est un peu fataliste, un peu, on croit sur certaines choses, pour moi, c'était un dernier cadeau, parce que d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer en 2016 à Paris. Et donc, c'est pas pour rien que, je veux dire, ces jours-là, j'aurais pu terminer ma carrière journalistique et dire, bon, c'est fait, j'ai tout fait, adieu. Ouais. Non, mais c'était magnifique, au-delà du contexte, que c'était quelque chose organisé par une fameuse marque d'horloge et tout. Il y a d'un côté Pelé et de l'autre côté Maradona. C'est les trouver tous les deux sur le terrain, ça fait quelque chose, je peux vous le dire. Et donc, à partir de ça, j'ai fait des correspondances et il y a aussi des médias français qui, de temps en temps, m'appellent pour faire des reportages ou simplement des directs. Ok, cool. Parfait, écoute, merci beaucoup. J'allais te poser la question suivante, c'est quoi ton club de cœur? Alors, tu nous as dit juste avant le podcast que tu avais grandi et que tu étais né à Rome, oui. Mais c'est quand même le Napoli. Et il y a une raison, ta famille vient de Naples? Oui, mon père il vient de Naples, donc c'est quelque chose. La vraie histoire, c'est quand j'étais toute petite, j'étais de la Roma. Parce que j'étais avec mes grands-parents, j'ai grandi avec mes grands-parents souvent. Et mon grand-père était enfant furieux de la Roma, c'était presque un ultra. Donc, dans l'époque d'une gamine de 3 ans, il n'y avait pas encore l'idée du championnat, donc il n'y avait que la Roma. J'ai tourné dans les jardins avec ces maillots giallo-rosso, avec mon ballon, et voilà, mes après-midi, l'été, c'était ça. C'est des bons après-midi, franchement. Oui, tout à fait. J'étais assez chanceuse. Et après, à partir de là, quand la famille s'est agrandie, j'avais aussi un tonton du Milan. Après, j'ai découvert que mon père était pour Naples. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un univers du foot. Et après, à ce moment-là, entre, on peut dire, les 4 et les 6 ans, j'étais un peu pour tout le monde, un peu pour la Rome, un peu pour Milan, après Naples. C'est bien, c'est très bien. Après, à 6 ans, moi, c'est que je parle l'âge de la raison. Je suis allée une soirée à voir mon père, j'ai dit je suis pour Naples et ça suffit. Bon. Donc, très bien. C'est la petite anecdote de mon histoire foot. Ok. Comme supportrice.
Et enfin, une dernière question, on va pas te poser 36 000 questions, mais si tu dois retenir un moment de foot, quelque chose qui t'a marqué à tout jamais, un moment, que ce soit un but, que ce soit un moment, n'importe quoi, si tu devais retenir une seule chose du football, qu'est-ce que ce serait? C'est un peu difficile dans le sens qu'il faut faire les deux parties entre la partie supportrice, voilà, ce qu'on a vécu comme Italie en 2006, malheureusement. C'est pas méchant, hein, mais c'était plutôt l'ambiance où j'ai vécu la finale de la Coupe du Monde, que c'était au Circo Massimo, au milieu des 10 000 personnes sous les écrans géants. Donc, on était là depuis l'après-midi et comme supportrice, clairement, c'était un moment que je ne peux pas oublier parce qu'on a vraiment souffert. Et après, on a fêté toute la nuit à Rome, on s'est baigné dans les fontaines, on a fait tout et n'importe quoi. C'était vraiment des émotions qu'on ne peut jamais oublier. C'est clair. On a vécu les mêmes en 98. Hein, ici. C'est vrai. Voilà. Donc, après, à niveau de suivre comme journaliste, bon, il y a ces moments hors des terrains avec Maradona, mais les moments que j'emmène dans mon cœur plus que tous, peut-être, c'est les buts du record de Cavani. Avec les PSG et surtout l'émotion qu'il avait après avoir marqué ses buts, qu'on a fait l'interview juste après les matchs. Et vraiment, il était ému, et, il était touché parce qu'avec ce que je dis souvent, c'est qu'on sous-estime un peu les joueurs, dans le sens qu'on pose trop souvent des questions un peu de façon bête. On n'arrive pas à comprendre qu'ils sont des êtres humains et si on arrive à toucher leur corde, on peut avoir beaucoup plus. Au contraire, ça va trop vite et donc on se perd des choses importantes. Et ces soirées-là, bon, je pense avoir réussi à toucher ces cordes et c'est quelque chose pour moi dans mon histoire qui reste très à fond. Cool, c'est beau. Merci, ça a fait plaisir à Kevin. En plus, il était exactement. À fond. T'as un allié maintenant. Toi aussi un petit peu, Chris, non? T'as kiffé quand même. Oui, j'ai adoré, surtout le but de Cavani sur coup franc la dernière minute, je m'en souviens. Le 2-2 là. Le 2-2, voilà, sur coup franc, exactement. Ok. Merci Valentina. Merci beaucoup Valentina, merci bien d'avoir partagé ça avec nous. C'est un plaisir. Si vous avez d'autres questions, Ludo, je suis disponible. Kevin, est-ce que vous avez d'autres questions? On va en avoir plein après. Oui, j'en aurai pour après pour la page Serie A. Oui. Allez, vous savez quoi? On va commencer directement. Alors, pas de dossier Ligue des Champions ou autre. On va s'étendre sur la Serie A parce qu'on a l'honneur d'avoir Valentina avec nous. On va commencer directement à parler Serie A justement. Grosse page Serie A bien entendu, des matchs en cours, mais Mehdi, je pense que tu voulais faire un peu aussi avec Valentina le bilan de la Serie A depuis le début de la saison. Ouais, absolument. Déjà, on va commencer par la dernière journée qu'on a vécue, parce que hier, il y a eu un très très sérieux Atalanta-Inter. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Valentina, mais j'ai trouvé que c'était un match de très haut niveau qui malheureusement s'est terminé avec un 0-0. Ouais. Un petit peu dû à la maladresse et aux prouesses des goals, parce que Handanovic fait 2-3 arrêts qui sont incroyables. Et de l'autre côté aussi, Musso fait 2-3 arrêts qui sont très très déterminants. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce match, mais l'Atalanta et l'Inter ont fait un match très 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 solide, je trouve. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé toi, Valentina? Oui, ils ont fait un match très sérieux et c'est qui souligne un peu leur saison. C'est bien qu'ils ont joué un match ouvert, qu'ils arrivent toujours. On attendait un match comme ça et c'est bien qu'il soit était pas
trop vicieux par des problèmes d'arbitrage, parce que souvent ces grands matchs, c'est comme ça. Aussi, c'est Gasperini, quand même, il a quelques petites notes à dire à la fin du match, mais c'est souvent comme ça. À la fin, malheureusement, l'arbitrage touche toujours en quelque petite sorte, mais on est habitué malheureusement à des situations beaucoup plus compliquées. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que ce qu'on a pu parler, c'est vraiment du foot. La chose qui est bien, c'est qu'on arrive vraiment à voir des confrontations ouvertes et surtout une continuité au-delà des difficultés qu'ils peuvent avoir les deux équipes. L'Inter, on le disait d'ailleurs dans les podcasts l'autre jour, je suis quand même contente de voir le travail qui fait Simone Inzaghi, parce que c'était très difficile pour lui de devoir reconstruire une équipe, parce que vraiment il s'est trouvé dans une situation que on n'augure à personne de partir je veux dire d'arriver après un scudetto avec une équipe fortement diminuée, et tout le monde pensait que aussi s'il avait fait des choses très bien à Lazio, c'était un pari très difficile à relever, surtout parce qu'avec les départs de Lukaku, Hakimi, voilà, tout le monde pensait qu'ils allaient tomber de haut. Et au contraire, je pense que toute la gavetta, comme on dit en Italie, je ne me souviens pas les termes à traduire, tu me dis si tu veux. Désolée. Non. Ça, t'inquiète. Quand même, tous les efforts qu'il a dû faire pour arriver, parce que quand même, il était toujours les petits frères Inzaghi. Dans le sens, il venait toujours derrière. Et l'effet qu'il a eu la place à la Lazio pour se construire, c'était très important. Et aujourd'hui, on le voit, une des meilleurs entraîneurs italiens. De l'autre côté, Gasperini, dans ses années à l'Atalanta, il a regagné beaucoup de confiance et beaucoup de crédibilité, parce que normalement, Gasperini, il n'avait pas de bonnes notes en général sous ses expériences précédentes. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut faire des projets intéressants sans forcément dépenser énormément d'argent. Je vois Ludo qui ouvre ses yeux. Parce que lui, c'est le fan absolu du fair play financier. Tu connais le Bayern, hein, le Bayern, il dépense rien. Bref. Mais le truc aussi, c'est qu'il a un magicien avec lui quand même, Inzaghi. Heureusement, c'est qu'il a Marotta quand même. Parce que Marotta a fait de la Juve ce que la Juve a été après le Calciopoli. Et là, depuis qu'il est arrivé à l'Inter, très honnêtement, c'est assez impressionnant les résultats entre la finale de l'Europa League, le Scudetto, et maintenant remplacer Hakimi et Lukaku par Dzeko et Dumfries, et faire en sorte que ça fonctionne. Trouver aussi Inzaghi, parce qu'il était visible, mais je veux dire, le sélectionner. Ouais, voilà, c'est un équilibre. C'est une question d'équilibre, parce que quand on pense au foot, on pense toujours le fait que il faut avoir les meilleurs joueurs sur le terrain et voilà, ça va marcher. Ça se passe pas comme ça, parce que les équilibres d'un vestiaire, c'est la base. Et surtout, il faut avoir une institution derrière, chose que Marotta, il a reconstruit à l'Inter, vu que c'était un peu catastrophique avec tous les changements de propriété et surtout une propriété qui n'était pas habituée au foot au foot européen. Donc, clairement, c'est une pioche très importante. Et après avoir reconstruit autour d'Inzaghi cette équipe qui aujourd'hui sur le terrain fait amuser, on ne peut pas lui dire rien de négatif pour le moment. Et, au contraire, par exemple, de la Juve, c'est méconnaissable.
je veux dire, dès qu'ils ont fait l'investissement énorme pour Ronaldo, et c'est plus devenu, ils ont perdu leur ADN, et encore aujourd'hui, Allegri, il peut pas parce que c'est tout l'ensemble. Avec les difficultés, on a vu récemment aussi au niveau du club, s'il n'y a pas une stabilité dans l'ensemble, et ça c'est quelque chose qu'on peut revenir après aussi sous les soucis du PSG. On y reviendra. T'inquiète pas. Et voilà, on voit la suite. Et c'est qu'est-ce qu'il a traversé aussi la Roma, si on veut. Parce que c'est beau avoir Mourinho, mais on sait qu'à l'intérieur du club et du vestiaire, bon, ça se passe pas, c'est pas tout rose. Parce que c'est Mourinho qui, depuis le début, il a dit qu'il fallait changer ceci, cela. Et donc, c'est clair que c'est difficile quand on ne sent pas, aussi s'il prend sous lui les difficultés, les défaites, il pousse contre les arbitres qui ont fait pas mal de dégâts cette année avec la Roma. Mais quand même, il y a un problème encore des structures. Et comme ça, on peut analyser, si on voit de l'ensemble des différents clubs de Serie A, on arrive à comprendre pourquoi il y a ces classements aujourd'hui, je crois. Absolument. Ouais, c'est vrai. Parce que le Milan aussi avait un gros problème d'institution avec des propriétaires qui changeaient tout le temps. Mais maintenant qu'ils se sont stabilisés avec Elliott et avec Gazidis et Maldini, on voit les résultats. Pareil avec l'Inter, autour de Marotta et puis de Conte, mais maintenant de Inzaghi. Donc non, c'est vrai que heureusement, ces grands clubs sont en train de se restructurer. Après, effectivement, la Juve, finalement, comme tu disais, après le très gros investissement Cristiano Ronaldo, mais ça concourt aussi au départ de Marotta, en fait. C'est ça qui est assez fou. Donc, les décisions ont commencé à être inverses, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, et en tous les cas, moi je le dis souvent, que la Juve, en fait, ils recrutent pas des stars. La Juve, ils fabriquent des stars, normalement. Ça a toujours été comme ça, en fait. Zidane, quand il va à la Juve, c'est pas une star. Del Piero, quand il arrive à la Juve, c'est pas une star. Et on peut en citer comme ça. Mais Pogba, je te coupe, but de la Spezia. Il y a des gros joueurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. But de la Spezia mène 2 buts à 1 à Milan. Excusez-moi, c'est l'actualité en direct. Bravo. Ouais, on faisait l'assaut de leur but et je me disais, ça va passer et tout. Eh ben non. Ça passe pas. Bref. On retourne à la Juve comme ça, on passe pas trop en Milan AC en ce moment. Et c'est vrai que ça, tu rajoutes ça parce que je trouve que l'équipe de direction est pas géniale quand même à la Juve. Et puis en plus, là, ils sont sous enquête en plus. Trop donc voilà. Les rôles d'Arriva Bene. Je vous avoue. Je veux dire, il était un Ferrari, ok, il passe parce que c'est toute la grande famille Fiat qu'il était, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment des traits importants pour les foot, surtout que c'est un monde qu'en ce moment, c'est dans un équilibre très précaire, parce qu'au-delà des investissements, du marketing, et la Juve il avait fait un travail excellent avec les stades, tout ce qu'ils ont créé autour du stade, l'hôpital aussi, parce que je veux dire, ils ont fait un hôpital où aussi les gens communs, ils peuvent aller se faire soigner par les médecins de la Juve. Donc, c'est quand même quelque chose. Ils ont remis en neuf toute une partie des torrents qui étaient un peu laissés de côté à l'époque. Donc, après, l'investissement de Ronaldo, il a pas ramené ce qu'il voulait parce que fondamentalement, c'était la Ligue des Champions. Et surtout, il a fait dérailler tous les projets des années. Peut-être que c'était quelque chose qui déjà, c'était en marche parce que aussi faire ces choix-là, c'était de remettre en question toute l'équipe. Parce que quand tu prends Ronaldo, ça veut dire que tu joues plus collectivement dans l'essence pure du terme, mais quand même, tu dois te plier. Et ça, c'était peut-être un peu trop vu les moments. Ouais, Mehdi, Valentina, je reste sur la Juve parce qu'on en parle. Est-ce que vous pensez que c'est ce transfert-là qui a mis à mal le club ou est-ce que c'était déjà sur le déclin
et c'était juste pour redorer un peu le blason. Et s'il y avait eu la Ligue des Champions à la fin, est-ce que ça aurait eu un impact beaucoup plus positif que ce qu'il y a là actuellement? Agnelli, alors je me permets Valentina, mais Oui, Agnelli, oui, vas-y. ce qu'il dit, lui, c'est en gros, ils font 2 finales de Ligue des Champions, ils la gagnent pas, dont une fois où il y a Ronaldo en face qui met, enfin qui fait un match stratosphérique, et en l'occurrence, il dit, lui, il part du principe qu'il dit, bah en fait, ce qui nous manque, c'est Ronaldo, en fait. Si on avait eu Ronaldo de notre côté pendant On ces aurait deux gagné. finales-là, on aurait gagné la Ligue des Champions. Et il parle de ça. Le problème, c'est qu'effectivement, comme le dit Valentina, ça crée en fait un problème de synergie dans le groupe, en fait. Parce que ce groupe-là est allé en finale de Ligue des Champions sur un énorme collectif et pas sur des individualités. Et quand tu ramènes une individualité comme Ronaldo, bah, en fait, tu casses un peu cette mécanique. Et puis en plus aussi, il y avait aussi une fin de cycle. C'est-à-dire que c'est ce groupe-là qui a fait 2 finales de Ligue des Champions. Quand Ronaldo arrive, en fait, il est en bout de cycle. En fait, il n'y a plus vraiment les joueurs qui sont allés en finale. En fait, sont plus vraiment au top. Mandzukic est cramé. Alors Mais Vidal, Mandzukic, il là, aurait fait une différence sous la finale qu'il n'a pas joué. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais parce qu'il était vraiment pleine balle à ce moment-là. Et puis effectivement, Vidal, Je me suis ça va. laissé prendre trop du moment. Ça marche, c'est l'émotion du moment. Mais donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu tout ça. Ronaldo vient casser cette belle mécanique en fait de la Juve, qui est, oui, ok, a raté 2 finales. Après, c'est une tradition, hein, sans vouloir trop les chambrer, nos amis turinois, c'est quand même une tradition de rater les C'est finales de vrai. Ligue des Champions. Hein. C'est un truc. C'est vrai. Valentina, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, sur le fait qu'ils étaient en fin de cycle et surtout avec un manque des idées. Donc, ils ont concentré tout l'effort sur les noms, les grands noms, pour cacher en quelque sorte le fait qu'ils n'avaient pas une sortie, un plan B si Ronaldo ne venait pas là. Donc, ça, comment dire, a obligé les clubs à tourner de façon différente. Au début de son histoire à Touran, je me souviens, je suis allée à faire un reportage pour TF1. Et quand on est allé à voir un peu les alentours de chez lui, c'était devenu un peu tout n'importe quoi, aussi avec les voisins qui appelaient la police si on voyait une caméra ou quelque chose comme ça. Pour dire ça, c'était l'extérieur. Imaginez qu'est-ce que ça pouvait être à l'intérieur, dans le sens qu'on parle souvent de lui, sous l'effet que aussi à Manchester. Bon, les premières choses qu'on a dit, au moins en Italie, il faut manger comme ça, Ronaldo il veut que tout le monde mange comme ça. C'est le patron. Oui, c'est le patron. Et ça veut dire mettre les clubs derrière un joueur. Et quand tu mets l'institution derrière quelqu'un, c'est les moments que les choses ne vont pas aller très bien. Aussi si tu es la Juve et ta tradition et tout. Donc, à partir de là, les choses ils se sont autant, comment dire, dégradées que finalement non plus Allegri, qu'il était parti au bon moment. Il pouvait faire rien pour remettre en place parce que je veux dire, ils jouent bien parce qu'ils ne sont pas derniers du championnat, mais quand même, ça manque vraiment cette méchanceté sur les terrains, la capacité d'anticiper. Et quand tu voyais jouer la Juve, quand même, au moins en Italie, après, sur la Ligue des Champions, c'est un petit peu différent. Mais les équipes, presque, ils avaient peur. Donc, il y a toujours une révérence, en quelque sorte, vers cette équipe, les plus petites comme les plus grands. Ce qui est plus Tu voyais que c'était vraiment très psychologique. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et eux, ils arrivent à se tromper beaucoup plus sous les touches de balles, sous les sorties, sous tout ce qu'ils font sur le terrain. Moi, là, je trouve où la Juve va le plus baisser, vraiment, par rapport au cycle précédent, c'est au milieu de terrain. Au milieu de terrain, quand tu vois Ramsey, Betancourt, Rabiot, McKennie, tout ça, je veux dire, honnêtement, ça n'a rien à faire
à la Juve. Enfin, il n'y a aucun de ces joueurs-là où tu te dis, ah ouais, c'est un da Juve. Non, non, pas du tout. Il n'y en a aucun. C'est pas du tout. Rabiot qui joue un match sous Absolument. un nombre indéfini. Tu as peut-être Locatelli, mais pour l'instant, Locatelli est très mal, je trouve, utilisé par Allegri. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Valentina, mais Locatelli, en fait, le jeu que lui demande de pratiquer Allegri est très restrictif, en fait, par rapport à ses capacités de projection, je trouve. Oui. Et donc, c'est dommage, en fait. Il ne l'utilise pas, je trouve, à bon escient. Mais bon. Mais probablement, je ne pense pas qu'Allegri soit bête. C'est juste que la situation, ça lui permet de mettre les choses comme ça. Après, peut-être aussi qu'il y a un moment où il était plus serein. Il arrivait à mettre mieux ses joueurs sur le terrain. Là, il est aussi dans une situation où il n'a pas exactement clair, donc il essaie de faire les moins de dégâts possibles. Donc aussi, s'il arrive à pas faire joueur au mieux ses joueurs, mais il arrive à contenir, parce que on a vu des défaites que c'était incroyable. On a vu les enchaîner 2-3 défaites, c'était incroyable. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il passe? Donc, je pense que c'est un équilibre très, comment dire, faible, une ligne où il se promène et doit faire très attention à qu'est-ce qu'il fait. Donc, il utilise moins des magies dans la tête. Après, on parle beaucoup de la Juve de manière alarmante. Je rappelle juste, la Juve est à 1 point de l'Atalanta. Donc 5e au classement. Certes, c'est pas la place dont la Juve est coutumière. Par contre, est-ce que c'est réellement alarmant pour cette équipe, avec cette équipe-là, avec cet effectif-là aujourd'hui? Sachant que c'est une équipe en reconstruction. L'Atalanta a un match en retard quand même par rapport à la Juve. Donc potentiellement, ils peuvent avoir. Bon, après, c'est les matchs en retard. Hein, on en connaît quelque chose. Tant que c'est pas joué, on ne sait pas si tu as les 3 points. Hein. Mais le truc, c'est que effectivement, l'Atalanta a déjà un match en retard. Après, le problème de la Juve, c'est qu'encore hier, ils gagnent 2-0, mais c'est très poussif. C'est pas du tout maîtrisé. Ils gagnent à Rome. Alors là, c'était irrationnel. Le match à Rome, 4-3, c'était vraiment un match irrationnel. Donc, bon, c'est compliqué. Ils se font marcher dessus pendant 70 minutes et puis finalement, ils marquent 3 buts en 7 minutes. Donc voilà. Donc non, effectivement, le problème, en fait, c'est que c'est pas du tout maîtrisé. Après, là, Allegri est revenu sur ses principes de base, c'est-à-dire une très grosse défense, beaucoup d'agressivité. Et après, devant, on se débrouille. En gros, on donne la balle à Dybala. Comme disait Valentina, Arriva Bene, je sais pas à quoi il sert, mais il sert à un truc, c'est mettre en colère Dybala, parce que bon, sa sortie sur si tu veux ton contrat, il va falloir que tu le prouves sur le terrain. Apparemment, ça a vraiment pas plu à Dybala, qui n'a même pas fêté son but ce week-end et qui a regardé dans les tribunes Arriva Bene pour lui dire, alors est-ce que je les mérite, est-ce que je mérite mon contrat ou pas? Donc voilà, bon, c'est vraiment voilà un petit peu compliqué pour la Juve. Et surtout, ce qui est alarmant, c'est que encore, bon, une saison où tu es 5e du championnat, à mi-championnat, c'est pas très grave. C'est que c'est la 2e saison d'affilée. C'est ça le problème. C'est que l'année dernière, ils se qualifient pour la Ligue des Champions à la dernière journée. Donc voilà. Et si Naples ne s'était pas troué, en fait, voilà. Il se serait jamais qualifié. C'est juste qu'à la dernière journée, Naples fait n'importe quoi et tu sais pas pourquoi. Donc, encore, on se demande pourquoi. On a 2-3 matchs dans les dernières années de Naples qu'on ne sait pas pourquoi. Absolument, je suis d'accord avec toi. Kevin, donc voilà, c'est ça qui est inquiétant. Kevin, Ludo, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions autres que la Juve, parce qu'on parle beaucoup de la Juve depuis quelques minutes avec Valentina et Mehdi, mais est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez rebondir sur la Juve, Ludo? Alors déjà, la Juve, c'était très intéressant ce que j'ai entendu. J'apprécie énormément la vision footballistique de Valentina. Je crois que je me suis fait une amie dans des places à Mehdi. Non, pour revenir à Ronaldo, c'est clair que Ronaldo, c'est toujours un risque quand tu le prends, surtout après ce qu'il a fait au Real. Il avait tout gagné, du coup, tu mises forcément sur lui. Mais est-ce que vraiment un club aurait pu se dire non, on ne prend pas Ronaldo s'il est libre et que potentiellement il peut venir? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui auraient dit non. Alors, c'est clair que les retombées, qu'elles soient économiques ou sportives, du départ de Ronaldo, sachant qu'il n'a pas ramené ce qui était demandé, elles sont
compliqué pour la Juve aujourd'hui, mais je ne suis pas certain que c'est l'arrivée de Ronaldo qui provoque où on est la Juve aujourd'hui. Mais moi, la question que je me pose du coup, parce que pour ne pas parler que de la Juve, pour Valentina, c'est aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire ou m'expliquer, ou est-ce que tu sais ce qui fait que depuis 2017 et 2015, je pense, les 2 dernières finales où il y a la Juve a participé, pourquoi depuis là, les équipes italiennes en fait n'y arrivent pas au sommet européen? Et je parle de Ligue des Champions, je ne parle pas d'Europe. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? Des fois un peu de chance, parce qu'il y a aussi ça dans les foot. Mais peut-être qu'ils s'étaient un peu perdus au niveau aussi des tactiques, des capacités de réagir sur les terrains. Dans le sens que la domination de la Juve sous les championnats, il a fait que les autres équipes, ils étaient un peu diminués. On avait l'impression ces dernières années que les championnats italiens, c'était déjà marqué à la première journée. Donc, presque, tu n'avais pas envie de les jouer parce que, je veux dire, l'unique moment qu'on a vécu différent, c'était l'époque de Sarri à Naples, où ils ont titillé vraiment la Juve et on a senti quelque chose de différent. Mais autrement, les foot italiens, il avait pris une marque à basse. Et donc, je pense qu'ils n'arrivaient plus à faire la différence en Europe par rapport aux autres championnats qui, quand même, à leur façon, ils ont évolué. Donc, c'était... Tu trouves que la Serie A est encore trop vieux jeu? Là, sous ces derniers temps, peut-être il est en train de se reprendre petit à petit. Peut-être on va voir des choses différentes, surtout parce que on a que la Ligue des Champions pour voir vraiment l'intensité. Parce que souvent, la Ligue Europa, c'est vu plus comme un empêchement que comme quelque chose à jouer. Donc, surtout en Italie. Oui, malheureusement. Non, pas qu'en Italie. Mais quand même, je trouve que c'est un peu triste, surtout au fait qu'aujourd'hui, quand même, ça amène une place en Ligue des Champions. Donc, c'est pas trop. On a vu des défaites que vraiment, on se demandait pourquoi. Mais dit ça, sous la Ligue des Champions, il y a encore un passage à faire avant de retrouver vraiment les équipes italiennes vraiment compétitives. On verra à la suite de comment on va sortir de cette période de pandémie parce que l'effet de ne pas avoir les joueurs, on voit les poids sous les championnats, on imagine encore plus sur une compétition comme la Ligue des Champions. Ok, merci. Kevin? Yes. Valentina, j'avais une question pour toi du coup. Bonsoir. Bonsoir. Selon toi, quel a été le tournant du football italien qui a fait qu'on avait une tradition vraiment de défense bétonnée en double rideau où les équipes se livraient très peu, à un championnat qui aujourd'hui semble plus ouvert, des équipes qui jouent davantage, notamment avec l'Atalanta de Gasperini qui quelque part a impulsé un peu ce renouveau du football italien. Quel a été le déclic? Peut-être aussi cet problème européen, dans le sens que souvent les champions, ils étaient beaucoup fermés. C'est vrai que l'Italie, par rapport à la France, par exemple, il n'a plus de capacité d'accueillir des entraîneurs étrangers, parce que ça, pour moi, c'était un peu les problèmes de la France jusqu'à là. Et donc, l'effet de devoir comprendre que les foot avaient changé. Tu ne peux pas jouer toujours de la même façon, sinon tu deviens prévisible sur les terrains. Et il fallait changer. Aussi, la construction même de l'enseignement du foot dans les écoles a totalement changé. Et c'est ça, à mon avis, qui fait la différence aussi aujourd'hui sur les terrains. Pour
ce que j'ai pu voir vraiment de près, parce que j'ai mon frère qui entraîne les jeunes, donc j'ai commencé comme ça aussi à écrire de foot à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, parce que je suivais son équipe à l'époque, il a 6 ans moins que moi, et aujourd'hui il entraîne les jeunes, et comme il joue aujourd'hui des gamins de 7-8 ans, ça n'a rien à voir de comment il jouait lui à 6-7 ans. À 6-7 ans avant, tout le monde courait derrière les ballons sans aucune idée. Aujourd'hui, à 7-8 ans, déjà ils regardent les foot, donc ils essaient de faire qu'est-ce qu'ils font, Ronaldo, Dybala, mais l'impostation de l'enseignement, c'est totalement différent. Donc, ils arrivent avec une conception totalement différente de comme les générations précédentes, ils arrivaient finalement sur le terrain. Et ça, je pense avec l'enseignement, avec l'effet d'avoir créé aussi des cours qui arrivaient d'ouvrir aussi la tête des entraîneurs, il a fait qu'aujourd'hui, on voit un football complètement différent. Ouais, merci. Je suis d'accord et je voulais juste rajouter un petit truc. Tu me diras ce que tu en penses, Valentina, mais tu sais, la victoire en 98 de l'équipe de France a fait énormément de mal au football français. Je le dis sincèrement parce que en fait, on pensait qu'il nous fallait, au football français, parce que on pensait qu'il fallait absolument des De Sailly, Thuram, etc. derrière, des Golgoth derrière. Au milieu de terrain, des joueurs qui ratissent énormément de ballons et un génie, un numéro 10 et puis après, pas de numéro 9, pas d'ailier, on s'en fout, on verra bien. Et ça a fait beaucoup de mal au football français. On a eu beaucoup de mal à s'en remettre de cette victoire en 98 et on est allé jusqu'à Nice Now en fait pour réussir à changer l'état d'esprit du football français. Et tu parlais de 2006, Valentina, c'est comme ton meilleur souvenir footballistique. Ouais, tu as tout à fait raison, mais j'ai bien l'impression aussi que 2006 a fait mal au football italien. Ça a figé en fait le football italien dans cette équipe-là. À cette équipe-là, une équipe avec un très gros collectif, une très très grosse défense. D'ailleurs, le Ballon d'Or cette année-là, c'est quand même Cannavaro qui est défenseur central. Donc, tu vois bien. Et que après, devant, il y avait Del Piero, il y avait Gilardino, mais c'était alors un Del Piero très très vieillissant. Il y avait Gilardino, il y avait des gens comme ça, mais il n'y avait pas énormément de talent devant. C'était pas fantastique le talent offensif de cette équipe. C'est bien ce que je dis. Donc, il n'y avait pas énormément de talent offensif. Et c'était des bons joueurs. Attention, des très bons joueurs. Tu ne gagnes pas la Coupe du Monde avec des peintres, mais ce n'était pas des artistes, quoi, on va dire. Et c'est vrai que ça a figé un petit peu ce football italien. Et surtout que 2006, en fait, a fait quelque chose. C'est qu'en fait, les clubs allemands, par exemple, c'est là où ils ont refait complètement leur stade. Donc, en fait, en termes d'infrastructure, le football allemand est passé dans une autre dimension. Voilà. Le football anglais aussi a réformé énormément la Première Ligue et a commencé à gagner énormément d'argent. Et en fait, le foot a changé. L'Italie s'est un peu, on va dire, vitrifiée dans 2006. La Juve a aidé à ça, d'ailleurs, parce que la Juve, en gagnant les 9 Scudetti d'affilée, en fait, a un petit peu figé le football italien. C'est ça que je disais avant. Absolument. Si tu veux continuer. Non, mais je t'en prie, pas du tout. Et c'est vrai que effectivement, ça aussi, ça a desservi le football italien et c'est allé. Alors, vous avez votre Nice Now aussi à la non-qualification en Coupe du Monde en 2014, en 2018, pardon, qui a fait en sorte que le football italien a dû se réinventer, mais même le football de sélection, on le voit. L'Euro 2016, quand même quelque chose déjà, on l'avait vu avec Conte. C'est vrai. Absolument, c'est vrai. Là, il a posé des choses importantes. On avait l'impression que c'était le début de quelque chose de tout neuf. Ouais, sauf qu'après, il est arrivé Ventura qui c'est ça, qui a fait marche arrière. C'est vraiment une arrière. C'était catastrophique. Et donc, et là, encore, on n'est pas sorti de cette situation. Si on regarde bien, parce qu'on est allé au barrage. Et on n'a pas Chiesa. On n'a pas Chiesa. Peut-être aussi, la chose qu'on doit faire, c'est d'essayer vraiment de mettre plus de jeunes, de donner plus de confiance, parce que sinon, on arrive à des jeunes de 23, 25 ans qui encore, ils doivent faire leur premier pas
parce qu'il est toujours, je veux dire, on avance toujours avec Chiellini et Bonucci, avec tous les remerciements qu'on doit leur faire. Bon, peut-être que c'est le moment de passer à autre chose, parce que sinon, les moments qui sont blessés, Bastoni, tu Mancini, vois ça qu'on serait bien. est dans une situation catastrophique. Et effectivement, et Joël dans les commentaires qui nous dit il y a un danger de non-qualification à la Coupe du Monde encore cette année. Effectivement, le barrage, premier barrage, c'est Italie-Macédoine du Nord, donc là, a priori, pas trop de problème. Par contre, le match sait jamais. suivant, c'est le Portugal. ça sera le gagnant de Portugal-Turquie. Effectivement, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo, potentiellement. Enfin, il y a une des deux Ça grandes revient équipes, tout à fait. Une des deux équipes qui ne sera pas à la Coupe du Monde. Kevin, tu te voyais, tu voulais rebondir par rapport à ce que Mehdi et Valentina disaient? Oui, non, je voulais dire par rapport au mondial, généralement, en fait, les conséquences sont surtout au niveau de la fédération, parce que depuis 98-2002, aucun champion du monde sortant, lorsqu'il est européen, n'a passé le premier tour. C'est vrai. Donc, au C'est vrai. final, pour les fédérations, notamment, ben, on le voit avec la FFF, avec le président de Gret, il y a une sorte d'euphorie où les gens s'arrêtent de travailler. Ouais. Ils se disent, c'est bon, on est champion du monde, on a va ramené bien. l'étoile à la maison, tout va bien. Ouais. Et de toute façon, si vous nous critiquez, on est champion du monde. Regardez. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve dans une sorte Non. de, comment dire, de cercle. Oui, dis-moi, Valentina. Non, rien. Non, mais tu as raison. On a vraiment l'impression que quelque part, en fait, les dirigeants se disent, voilà, on a gagné le trophée ultime, le jeu est terminé. On va ensuite aller chercher le deuxième titre pour faire un backlog, parce que même les Allemands, qui sont censés être des bons travailleurs, obsédés par la victoire, etc., se sont fait aussi piéger en 2018. Donc après, pour les Bleus, dans un an, moi, je ne sais pas trop ce qui va se passer. S'ils passent le premier tour et qu'ils arrivent en huitième ou en quart de finale, pour moi, ce sera déjà un succès, entre guillemets. Je les vois très difficilement aller chercher une deuxième étoile, parce qu'en coulisses, j'ai pas l'impression que ça travaille comme il faut. Et donc, effectivement, c'est souvent un cadeau empoisonné d'être champion du monde. C'est très difficile, à mon sens, d'aller chercher un deuxième trophée, d'aller chercher une deuxième finale. Ce qu'a fait le Brésil entre 1994 et 2002, personne ne le refera. En tout cas, pas de sitôt. Ok, belle analyse, Kevin. Moi, j'ai juste deux questions et après, on va avancer. Alors, ce pas des questions très compliquées, mais toi, aujourd'hui, comme tu es en Italie, j'aimerais avoir ton ressenti. Déjà, est-ce que tu trouves que la Serie A est un championnat attractif? Bon, écoute, ça va mieux. Ok. Je peux pas dire que c'est totalement une balance, mais ça va beaucoup mieux. Et qu'est-ce Parce que... que- Vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, parce que quand même, on voit des différentes équipes qui sont là, qui se battent. Et je pense déjà ça, c'est quelque chose par rapport aux dernières années. Après, il faudra voir comment les niveaux financiers ils vont toucher les différents clubs, parce qu'on parle toujours, je veux dire, Sarri aussi, ces derniers jours, il faisait encore des polémiques sur le fait qu'il y a des clubs qui n'ont pas d'argent, mais qui continuent à acheter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre dans les mois prochains, aussi par rapport aux recettes, au fait que là, on est retourné, c'est vrai, pour 2 week-ends seulement, mais à 5000 places vendues. Donc, Ça fait mal. bon, il y a pas mal de choses qu'il faut tenir en compte qui vont rentrer dans les jeux. Ok, très bien. Et mon autre question, c'est plus globalement cette saison, je reviens un peu sur le championnat. Quelle équipe, selon toi, est la plus armée pour remporter le Scudetto? Est-ce que l'Inter peut faire un back-to-back, même si l'équipe est très remaniée? Ou est-ce que tu vois une surprise comme, alors je suis désolé Mehdi, mais l'AC Milan, l'Atalanta, la Juve, pourquoi pas faire une deuxième partie de saison Naples. incroyable? Le Napoli, ouais. Bah, les deux des Milan, ils sont clairement en Au-dessus. tête. Après, il faut voir l'Europe comment va continuer, les équipes qui vont rencontrer. Donc, ça, c'est un poids très important. Et, Et si tu devais mais ils sortir sont une seule équipe la plus armée selon toi pour la deuxième partie de saison? plus armés, la plus équilibrée pour le moment, c'est l'Inter. Ok. Au niveau. Parce qu'on voit aussi ce soir, quand même, Milan qui s'est fait battre, je Ouais. pense, finalement, par Spezia. Et pourtant, un petit mot, quand même, Spezia, il se met dans l'approche Milan, Naples.
Je me souviens pas. Il y a aussi notre défaite. Ouais, je me demande s'ils vont pas gagner à la Juve aussi 1-0. On voit si Thiago Motta il arrive à faire la magie, ça pourrait le faire. Mais voilà. Donc Pioli, il est encore un peu plus en difficulté. Je trouve que Milan, dès qu'il y a un Ibra un peu moins en forme, ça se voit. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Ok. Ludo, c'est vrai. très rapidement. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Je rebondis du coup sur la scène européenne. L'Inter vont jouer Liverpool et la Juve Villarreal. Alors, pour une équipe, ça semble plus faisable que l'autre. Mais moi, ma question, au point de vue de l'Italie, c'est si en huitième de finale, toutes les équipes italiennes sont éliminées de la Ligue des Champions, comment c'est perçu en Italie? En Italie. Est-ce que ça ferait vraiment mal à la Serie A? On est, comment dire, on est très capable de se donner beaucoup de bonnes réponses quand ça arrive ces choses comme ça, parce que désormais on est habitué. Donc, on essaie de se concentrer tout de suite simplement sur les championnats. Après, il faut voir comment ces défaites ils peuvent arriver. Ouais. Je vais dire contre Liverpool, encore Liverpool, il a tout son profil, donc ils peuvent dire si, non, ils ont mérité. Villarreal, moi, je vais faire attention à Villarreal. Oui. Attention à Villarreal en Europe. Ouais, après, moi, je pense que l'Inter, Liverpool va pas passer un bon moment contre l'Inter. Ah non, bien sûr. C'est sûr et certain. Non. C'est un mauvais tirage pour les deux, je pense. Moi, je le disais sous l'effet que si jamais l'Inter perd, ils vont trouver les bons mots pour... Oui, c'est Liverpool. Non, t'as raison. Bien sûr. T'as raison, mais j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les cousins Oni de l'Inter peuvent le faire, en fait. Bizarrement. Je sais pas, j'ai un pressentiment. Après, je suis super nul en pronostic. Oui, c'est vrai. Je déteste faire les pronostics. Ah, bah voilà. Voilà, tu vois. Non, mais parce que je pense que c'est quelque chose vraiment qui est sous la peau des supporters. Mais en général, je n'aime pas non plus faire sous les autres équipes parce que tu as l'impression de faire passer une ère particulière si tu vous dis il va gagner ci, il va gagner ça. Après, les gens, ils t'aiment. C'est vrai. Mais moi, en tous les cas, le truc que j'ai bien aimé sur cette première partie de saison, c'est qu'il y a 6 ou 7 équipes, et je vous le dis souvent, qui luttent pour les places européennes, dont 3-4 qui luttent pour le titre. Donc ça, c'est plutôt cool. En plus, tu as les 3 équipes historiques, on va dire, de Serie A, qui sont dans les 5 premières places. Tu as le Napoli qui tient son rang. Tu as l'Atalanta qui te régale avec des matchs comme on a eu en milieu de semaine, là, des 6-2 contre l'Udinese. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que cette Serie A, je recommence gentiment Enfin, je recommence. J'ai toujours été amoureux de la Serie A depuis que je suis tout petit, mais vraiment, là, elle m'emballe et je le dis chaque semaine ici, elle m'emballe vraiment, personnellement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de buts et que j'aime cette lutte à 7 là avec la Fiorentina pour les places européennes. Donc vraiment, en tous les cas, j'ai passé une très très bonne première partie de saison. La deuxième partie de saison s'annonce plus mal si on commence à perdre à domicile contre la Spezia, mais on ne peut pas non plus toujours gagner. Mais c'est puis bien, Milan, me fait plaisir. Ça garde un peu plus de le suspense. Le suspense, exactement. Mais c'est vrai que Milan me fait plaisir en plus parce que je trouve qu'on a un vrai fond de jeu. En revanche, tu as tout à fait raison, Valentina. On a des limites. C'est-à-dire qu'on a des joueurs en fait qui sont en fin de DLC. Donc, de temps en temps, quand ils sont pas performants, ça se voit tout de suite. Après, ça change pas que là, je regardais la première mi-temps avant de venir à la 93e. Et c'est vrai que ça change pas que le fond de jeu est toujours agréable à voir. Mais c'est vrai que de temps en temps, on n'est pas très décisif. J'espère qu'ils vont trouver un héritier à Giroud et à Ibra parce que là, ça commence à se voir. Et donc voilà. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé cette première partie de saison. Et je pense aussi, pour en revenir à ça aussi, ce qui a changé un petit peu le football italien, c'est aussi les difficultés financières des clubs.
Parce qu'il il a fallu faire autre chose que recruter les plus grandes stars d'Europe, comme on le faisait dans les années 90 et dans les années 2000. Il a fallu créer des joueurs, un petit peu comme l'Espagne après la crise financière de 2007-2008. Ils ont été obligés de créer des joueurs et ça a donné les victoires de 2010 et de 2012. Donc c'est un peu ça en fait. L'Italie s'est un peu réinventée parce que quand tu revois encore, moi je vois plein de jeunes qui sortent en permanence. Les Caprari, les trucs comme ça, les Scamacca, etc., qui viennent de la Roma d'ailleurs, Scamacca. Ouais. Et donc voilà, donc c'est bien, ça continue à produire des joueurs intéressants, offensivement, on va dire, vraiment tournés vers l'offensive, etc. Donc non, c'est cool. C'est plutôt bien. Après, on a encore du chemin à faire parce qu'il n'y a pas les structures en Italie, je trouve. Pour l'instant, tu vois, quand tu vois les stades, c'est vrai que de temps en temps, la plupart des stades, on va dire, sont quand même champêtres pour être gentils. Donc voilà. Oui, même mon cher San Siro, Ouais. il commence à vraiment mériter un coup de peinture. Hein. Il y a vivement qu'ils construisent le nouveau. C'est vrai, c'est vrai. C'est Messieurs, difficile quand même hein, parce que les Italiens ils sont très attachés Ah oui, c'est à normal. leur Ouais, c'est stade. clair, Après, c'est clair. tout à fait Je suis normal. d'accord. Je suis d'accord. Messieurs, est-ce que vous avez peut-être une dernière question pour la Serie A? Parce que ça fait déjà 1 heure, ça passe très Oui. très vite. On parle Désolé. jamais assez Ah non, de non, mais Serie A. On c'est parle jamais assez de Serie A. super On peut en parler intéressant. 2 heures si vous voulez. Réellement super intéressant et merci encore d'être là, Valentina. Ça nous Mm. fait et ça fait plaisir à tout le monde, je pense, dans les commentaires d'avoir cette édition spéciale Serie A. Kevin, Ludo, Mehdi, peut-être une dernière question ou on passe à la Ligue des Talents, peut-être. Ah, tout est bon pour moi. Tout est Comme on bon les montre. pour vous, messieurs. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste une demi-heure. En une demi-heure, on va parler très rapidement du coup des 4 autres championnats. L'actu chaude, on va parler de la Ligue 1, de la Ligue des Talents, bien entendu. Il faudra faire moins de 10 minutes par championnat. Tout à fait. Et du coup, Tout est possible. tout est possible dans la 93e, tout est possible. Kevin, je suis très content que tu sois là. L'actu chaude, c'est le championnat, bien entendu. Le PSG fait du PSG et gagne. Sergio Ramos a été titulaire avec le Paris Saint-Germain. Il est rentré en cours de jeu. Il est rentré en cours de jeu. Autant pour moi, je travaillais. Ouais. Désolé. Non, pas de souci. J'ai vu Pas de des- souci, il est rentré en cours de jeu. J'ai vu des olé Ouais, olé à ouais, chaque mais- fois qu'il touchait le ballon. Je vous assure, j'ai entendu ça. Là, ils Ouais, sont les passés à miracles, 3, les effectivement, miracles derrière. existent hein, en fait. Les hein. miracles Il y a existent, pas de- mais en même temps, début 2022, peut-être qu'on se dit que la Ligue des Champions arrive et qu'il faut le mettre en route pour la Ligue des Champions. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Après, on a un Kimpembe qui manque un peu de concentration avec, Ouais. avec toutes les rumeurs autour de sa prolongation de contrat, puisqu'il a laissé fuiter via son entourage qu'effectivement, il souhaitait être valorisé. Il fait partie aujourd'hui du top 10 des salaires en étant vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Il espère soit avoir un contrat max et donc du coup viser au minimum les 10 millions par an, voire davantage, ou partir, tenter une expérience à l'étranger. Non, mais c'est aujourd'hui ce qui se dit par rapport à la situation contractuelle de Kimpembe. Après, est-ce que Bon, c'est. d'accord. Tendance, est-ce- c'est qu'il va rester, non? Je pense qu'il restera. Il va pas pousser un départ, mais en tout cas, il laisse entendre qu'il n'est pas suffisamment payé Mais- et que les divisions supposées du vestiaire ont tendance à l'agacer. Mais ça se comprend après quand tu as des personnes qui sont autant payées autour de toi. Non, mais après, quelque part, c'est la loi du marché. Hein. De toute façon, Bien s'il sûr. veut avoir un meilleur contrat, on est toujours mieux payé en partant au travers d'un Bien sûr, bien transfert qu'en étant formé au club. Les joueurs formés au club qui obtiennent des gros Mhm. contrats, souvent, c'est la sueur de leur front. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, Kimpembe, à 26 ans, il n'a pas tant progressé que ça. C'est Parce vrai. qu'il a déjà 26 ans. On le voit à 26 ans, on a l'impression qu'il en a 22 ou 23. Et j'ai bien peur qu'il soit frappé du syndrome Mamadou Sakho. Je ne lui souhaite pas, bien entendu. Mais voilà, on a l'impression qu'il arrive à un certain palier et il n'arrive pas à le dépasser, justement. Il a fait une petite erreur qui est restée sans conséquence lors du match contre Brest ce week-end, avec Donnarumma qui fait un arrêt fantastique en 1 contre 1 face à l'attaquant brestois. Mais je trouve qu'effectivement, Kimpembe, c'est Après- encore moyen, il peut mieux faire. Est-ce que Mais dans j'ai- un monde réel, un joueur du niveau de Kimpembe est payé 10 millions d'euros et c'est normal? Parce que, alors là, Mais si il faut... c'est une dimension particulière, celle du PSG. Ah ouais, Exactement. Faut c'est jamais n'importe quoi. l'oublier. Et Valentina, justement, Pas méchant, ça. je voulais rebondir sur Non, ce que mais tu non, disais mais tout c'est- à l'heure c'est pas normal. par rapport à l'institution au niveau du Paris Saint-Germain, parce que après tu vas nous quitter après la page Ligue 1, mais justement tu disais qu'il fallait pas forcément prendre les meilleurs joueurs, donc pas non plus surpayer tous les joueurs. On est clairement dans cet aspect-là au Paris Saint-Germain.
Bah, oui, comme on dit souvent, on parle plus comment dire, un album Panini d'une équipe de Exactement, foot. c'est ça. Et c'est triste parce que, je veux dire, cette année, quand on a vu l'annonce de Messi, on dit, mais pourquoi? Ouais. Oui. Finalement, pourquoi? On Parce s'est que tous posé la question. on J'ai voit la réponse. les niveaux de l'équipe, les problèmes, ils sont toujours les mêmes. Tu peux Ah avoir oui. aussi Messi, parce Mhm. que c'est pas non plus une blague. T'as Neymar, t'as Messi, t'as les meilleurs dans tous les postes, et pourtant, t'arrives pas à faire un jeu qui est convaincant. Tu continues à balayer Ligue 1, tu fais des bêtises, voilà, parce que les joueurs, quand même, ils sont pas investis dans les championnats. Parce que c'est quelque chose de clair et net. Je veux dire, toutes les années que j'ai suivi les PSG, on voyait des défaites que tu comprenais pas parce que c'était trop important. Après, tu peux avoir l'équipe en face qui fait son jeu, qui s'enferme dans les derniers mètres, tout ce que tu veux. Mais l'intelligence des jeux qui devaient démontrer les joueurs sur le terrain, ils l'ont jamais démontré. Ça veut dire qu'ils sont quand même dans un cocoon Clairement. qui fait que tout est, je veux dire, est possible. Et ça ne les aide pas. Et c'est toujours envers de l'entraîneur qui les problèmes vont tout passer. Je veux dire, on a vu Emery, on a vu Tuchel, là aussi, non, quand il avait semblé qui était bon, la solution à tous les problèmes. Finalement, il n'est pas la C'est solution. exactement Donc, pareil. tu peux mettre tous les meilleurs entraîneurs que tu veux. Mais les moments que tu fais passer ton entraîneur pour un problème, Mhm. c'est là les soucis majeurs. Dans le sens, ils l'ont fait avec Ancelotti quand il était arrivé. Bon, ils peuvent le faire avec tout le monde. Tout à fait. L'important, c'est de protéger les joueurs pour avoir une équipe de stars pour la promotion, pour le marketing. Mais sur les niveaux sportifs, ça manque toujours cruellement. Kevin, tu disais que tu avais la réponse par rapport à Messi? Oui. J'espère d'être été pas trop méchant. Ah non, Non, t'es non, ça va. tout à fait Ça va. réaliste. C'est ce qu'on dit, On c'est ce qu'on dit partage, chaque semaine à peu on près. partage exactement la même Désolée, analyse. je voulais amener un point de vue un petit peu différent, mais Non, 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 mais mais c'est- t'as c'est- raison, non. C'est Non, le... mais c'était Non, mais très t'inquiète. intéressant. Ouais, Mais bien sûr. ce qui est cool, c'est qu'on est tout à fait alignés C'est avec ça. toi, tu vois. Au contraire, nous, C'est on ça. pense qu'on essaie de les juger sur du football, alors qu'en fait, eux, ils font une équipe de promotion. Donc en fait, on n'a pas la bonne grille de lecture Mhm. avec le Paris Non. Saint-Germain, parce que nous, on essaie d'analyser des performances sportives pour gagner la Ligue des Champions, et eux, ils essayent de vendre des Pas que le maillots et football. de représenter leur pays. Donc, en fait, ça marche pas, quoi. non, ça Donc, marche voilà. pas et ça n'aide pas non plus tout le reste du monde parce que Tout à fait. on voit après les différences au niveau financier. Après, il y a quelqu'un qui parle toujours un peu trop sous ces trucs-là, mais quand même, il y a des vérités des fonds. Tout à fait. Mm. Kevin, Non, je suis d'accord avec toi, Valentina, par rapport à ce que tu as dit, notamment sur le PSG en Ligue 1. Effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de travail de fond, dans le sens où on retrouve toujours le même scénario. Effectivement, on peut être surpris sur les 2-3 premiers matchs quand on a deux lignes de 4 assez resserrées dans l'axe et un bloc qu'on doit contourner en permanence. Mais je pense que passé 3-4 mois de compétition, le PSG aurait dû trouver des solutions, aurait dû pouvoir varier son jeu, alterner pour pouvoir justement faire sauter le verrou plus facilement. Tout simplement parce qu'on l'a connu à l'époque de Laurent Blanc. Voilà. Paris pouvait dérouler, gagner 4-0 en Ligue 1, etc., se mettre à l'abri et pouvoir souffler ensuite sur d'autres C'est vraiment rencontres. là que je voulais revenir à l'époque des Blancs. Je veux dire, ils gagnaient, ils allaient avant, Ouais. ils faisaient toujours la même chose, exactement la même chose. Après, Ligue des Champions, ils arrivaient jusqu'à un certain niveau. Et après, ils devenaient prévisibles parce qu'au niveau de Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre de jouer comme à Ligue 1. Et bon, C'est ça. ça terminait toujours là. Mais l'équipe, il ne voulait jamais changer des façons des joueurs. Dans le sens, c'était les Ouais. 4-3-3. ouais. Et la fameuse match contre Manchester City, où Blanc il met une équipe que personne n'attendait, je pense que c'était la Ouais. désespération de Laurent Blanc
qu'il a lancé un cri. bien Il sûr. dit, bon, de toute façon, on va se prendre une tollée, et, autant faire quelque chose de différent. Et après, de toute façon, les joueurs, ils l'ont pas suivi. Donc. Et Thiago Motta, ce soir-là, il dit, bon, nous, on n'a pas suivi les consignes du coach. On n'est pas arrivé à les mettre en place. Donc, les joueurs, ils le savent, ils le disent aussi. Donc, il y a une certaine conscience de ce qu'il passe. Bien sûr. Cavani, souvent, il a dit que quand c'était l'époque d'Emery, les coachs, ils disaient un truc et l'équipe, ils ne le mettait pas en place. Pourquoi? Donc, les problèmes, ce n'est pas les coachs. C'est les joueurs qui veulent faire un peu ce qu'ils veulent. Bien sûr. Oui, c'est le vestiaire, les profils. Et pour la petite blague, le recrutement de Messi, mon explication, c'est que le PSG a une section e-sport. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ils veulent un mec à 97 sur FIFA. C'est ça le truc. Non, mais exactement. Puis les gars sous contrat jouant avec le PSG ont du coup plus de cartouches. Mais effectivement, pour les joueurs, l'état d'esprit, à mon sens, est pas suffisant. Et le fait de changer de coach tous les ans ou tous les 2 ans n'a pas forcément d'impact. On prend le Bayern en 3 ans. Je crois que c'est 3 coachs différents. Et ils ont gardé le niveau de performance parce qu'ils ont su cibler les bons profils. Certes, il y a eu quelques soucis lorsqu'ils ont lâché Kovac dans le vestiaire avant l'arrivée d'Hansi Flick. Mais je trouve qu'au niveau du Paris Saint-Germain, on ne réussit pas justement à avoir cette identité de jeu. On va rajouter une pièce supplémentaire au puzzle, mais on ne sait pas vraiment comment le Paris Saint-Germain veut jouer. On avait une vision claire lorsque Laurent Blanc était aux manettes. Lorsqu'Unai Emery était là, ça allait à peu près. Après, bon, Mbappé, Neymar qui arrivent et Tuchel qui débarque. C'était peut-être le dernier entraîneur avec quelques idées, Tuchel. Parce que on a l'impression que Pochettino subit beaucoup et puis Pochettino laisse entendre qu'il veut partir en Angleterre, etc. Moi, si un coach veut partir, qu'il s'en aille. Je fais même monter l'entraîneur de la réserve, quitte à temporairement se retrouver avec un projet de jeu bancal, mais on peut pas garder un entraîneur qui laisse entendre à qui veut bien l'écouter qu'il aimerait partir en Angleterre. Après, le point positif, c'est que Laurent Blanc reste disponible si jamais pour remplacer Pochettino. Mais je pense pas que Laurent Blanc il veut retourner dans la soupe. Et surtout, tu trouves pas quelqu'un qui veut venir. Mais c'est ça le problème. Parce que, je veux dire, Conte, je pense qu'ils ont essayé de parler, mais quand Conte il a dit, bon, si je viens, il faut que j'aille ça, et que l'équipe me suive, bon, le PSG a dit, c'est mort. Bah oui, bien évidemment. Parce que, je veux dire, Conte, il ne se laisse pas mettre les pieds sous la tête à ce niveau-là. Pas que les autres, ils le font, mais ils essayent à moins de se mettre en place dans l'aventure. Après, ça ne marche pas. Mais pourquoi dans les autres endroits, alors ils arrivent Oui, tout à fait. C'est bizarre. C'est la question au Paris Saint-Germain qu'on se pose à peu près tous les ans, maintenant depuis plusieurs années, et c'est malheureux. On va avancer très rapidement sur la Ligue 1. À noter aussi que l'équipe de Christophe Galtier, l'OGC Nice, a repris la seconde place, donc dauphin du Paris Saint-Germain. On en parlait beaucoup de Christophe Galtier, tenant du titre avec le LOSC, qui fait un travail incroyable. L'OGC Nice qui a battu le FC Nantes vendredi, et l'Olympique de Marseille qui s'est cassé les dents hier face à une équipe du LOSC incroyable. Le LOSC a joué à 10 contre 11 pendant 1 heure, et l'OM a à peine égalisé en fin de match grâce à un super but de Under. Mais alors le match était d'une pauvreté offensivement, abyssal. Ah ouais, c'était catastrophique. Autre point très... Il y a Julot qui vient de s'abonner. Merci à Julot qui vient de s'abonner sur Twitch. Autre point très important côté Olympique de Marseille, et après on va switcher sur la Bundesliga. La FIFA a donné son verdict par rapport au recrutement de Pape Gueye, recrutement qui a eu lieu il y a un an et demi. Pour rappel, Pape Gueye avait signé un pré-contrat avec Watford et avait fait volte-face, s'était engagé avec l'Olympique de Marseille, il était libre de tout contrat. Watford avait saisi la FIFA qui a interdit pour le moment l'Olympique de Marseille de 2 mercato dès l'été prochain, et Watford a fait appel pour que l'OM paye
10 millions d'euros à Watford, ce qui est assez incroyable. Donc voilà, c'est encore en plein. Les deux équipes ont fait appel. Le joueur a été suspendu 4 mois, c'est-à-dire que Pape Gueye est parti à la CAN pour jouer. Il a fait un match et pour le moment il est suspendu et il est suspendu pour 4 mois donc de toute compétition. Donc c'est rocambolesque. Ce qui se passe C'est pas un entraînement, il me semble, en plus. Pardon? Et puis, Il peut pas s'entraîner, du coup. Et il peut pas s'entraîner du coup. Mehdi, ouais, et Valentina. surtout, le truc, c'est que vous avez en plus quasi que des joueurs en prêt. Oui, Donc, alors ça veut dire que non seulement vous allez être suspendu de mercato, oui. mais en plus, tous les joueurs en prêt vont se barrer et vous n'allez pas pouvoir recruter. Alors il y a eu Ça, une c'est petite jackpot. update. Les joueurs qui sont en prêt avec des options d'achat peuvent être levés. Donc c'est-à-dire que Ah, quand Guendouzi, même. Pau Lopez, ça pourra être recruté, Donc, mais pas de t'es obligé de nouveaux les recruter en fait. recrutements. En fait, Tu es obligé de les recruter. Tu L'Olympique peux de pas faire Marseille est autrement. apte à recruter pendant cette fenêtre de mercato hivernale. Donc Bakambu a été la première recrue. On parle de Sead Kolasinac d'Arsenal potentiellement aussi. Mais si ça reste en l'état, cet été et l'hiver prochain, pas de mercato pour l'Olympique de Marseille, à voir le dénouement des choses et s'il y a des choses qui vont se passer. Valentina, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? En général, sous le Marseille ou en général sous la Ligue 1? Comme tu veux, c'est Comme toi tu qui veux. vois. Non, non, mais simplement C'est je nul. vais. Hein? Non, non, c'est nul. Non, il faut jamais dire. C'est nul. Moi, comme correspondant étrangère, j'ai toujours apprécié la Ligue 1. Il a ses histoires. C'est un championnat différent. Tout à fait. Encore en arrière, mais on ne peut pas dire qu'on s'ennuie totalement. Voilà, c'est ça. On s'ennuie pas totalement, on s'ennuie sur quelques matchs. Sur quelques matchs, oui. Bah, ça arrive dans tous Mais les oui, bien championnats sûr. d'ailleurs. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais j'aime son côté encore un peu plus loin du reste du monde. Donc, dans ce point de vue-là, c'est appréciable et c'est encore un peu plus populaire par rapport Ouais. à des autres endroits, Mhm. peut-être. Dernière Ouais, question. C'est sûr qu'à Clermont Foot, c'est pas le foot business. Hein. Là, on est Ouais. tranquille. Tout à fait. Il y a pas de... Tout à fait. Non, dernière question avant que tu nous laisses, Valentina. Est-ce que ça t'arrive du coup de regarder quelques matchs de Ligue 1? Oui, 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 ça m'arrive. Puis, je suis, comment dire, toute la carrière de Christophe Galtier parce que je le suis depuis toujours. Quand Ok. il était à Saint-Étienne, je l'apprécie énormément comme coach. Voilà, et je suis contente de l'évolution qu'il est en train de faire. C'est clair, j'aurais préféré le voir ailleurs cette saison par rapport à Nice. Ça manquait de respect à Nice. C'est juste que ça pouvait être une occasion pour aller dans une dimension différente. Moi, je l'aurais aimé voir à Naples. Ouais. Mais, Ouais. mais ça, Il c'est parle notre histoire. italien très bien, je crois. Oui, bah, il Tout à parle fait. italien parce qu'il a joué à Monza. Ouais, Donc, exact. en Série B, et il a fréquenté pas mal Milan et l'Inter des années 90. Donc, c'est quelqu'un qui a voyagé, qui est très ouvert. Donc, à voir où il peut arriver cette année avec Nice. Je pense que c'est juste un tremplin pour Christophe Galtier et l'OGC Nice, mais effectivement, ça ne Mhm. m'étonnerait pas de le voir dans d'autres sphères européennes, bien entendu. Et je pense qu'on va se l'arracher dans quelques temps. Messieurs, on va quitter la France et la Ligue 1 et Valentina va nous quitter aussi. Merci beaucoup, Valentina, d'avoir participé. Merci à Merci. vous et à Merci à une toi. prochaine. À une prochaine. J'espère. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Et hein. n'hésitez pas à aller Merci. écouter le podcast de Valentina. Bien entendu, on mettra tous les liens en description juste après l'émission. Merci beaucoup, Ciao. Valentina. Ciao. Merci Salut à Valentina, tout le monde. salut. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Messieurs, il nous reste 15 minutes pour clôturer. Désolé, on prend du temps, on aime parler ballon rond, on aime parler football, on aime parler Ligue des talents. Ludo, je me tourne vers toi, on va parler Bundesliga parce qu'il y a de Ouais. l'actualité aussi en Allemagne. Oui, alors je vais faire très rapide pour essayer de finir à l'heure pour une fois, parce qu'il va falloir. Non, alors ça bouge pas trop, à part que il y a eu le faux pas, on n'a pas pu en parler la semaine passée du Bayern face à Gladbach, qui désormais est officiellement notre bête noire de l'année. Du coup, ça a permis à Dortmund de récupérer 3 points, ils sont maintenant à 6 points. Ils ont gagné leur match juste avant le nôtre, ils ont mis un carton 5-1.
Doublé de Ouais. Meunier, doublé d'Haaland et dernier de Daoud. Daoud, absolument. Et du coup, le Bayern se déplaçait à Cologne. J'ai eu un peu peur, j'avoue, parce qu'il y avait. Alors, c'est-à-dire, t'as eu peur pendant J'avais peur 9 avant le match. minutes? Ah, pardon. Oui, voilà. Non, j'avais peur avant le match. J'avais peur. En fait, j'avais peur de savoir si Nagelsmann avait déjà atteint ses limites. Ouais. Et T'as le droit et en d'avoir plus, peur encore quand t'as Lewandowski qui met un triplé? voilà. Et après, et donc il y avait le match de Gladbach juste avant. Il y avait les dossiers chauds parce que le Bayern a la prochaine fenêtre de transfert. Enfin, au transfert au mercato hivernal, ils parlent pas d'acheter. Eux, ils veulent prolonger tous leurs contrats qui se termineront cet été. Mhm. Du coup, il y a tous ces contrats un peu compliqués à négocier. Neuer, Coman, bon, ben, je vais en parler, mais voilà. Bref, ça s'est passé rapidement. J'ai vu, une fois qu'on a mis le pied sur le ballon, j'ai vu que ça va être n'importe quoi. Triplé de Lewandowski. Tolisso, à nouveau, qui fait un très très gros match. Il marque un très beau but, d'ailleurs. Un très très beau but. Il est beau. Tolisso, Tout le but est beau. Ah oui, les dirigeants du Bayern il faut savoir que dernièrement, on parlait de lâcher Tolisso et de chercher un acheteur. Mais ça paraît que s'il continue à faire des bonnes prestations comme ça, il pourrait être prolongé. Alors, évidemment, il surfe sur la vague. Oui, il surfe sur la vague Covid. Après, est-ce que Tolisso veut être prolongé pour être un remplaçant? J'en suis pas certain. Quoi qu'il en soit, on a signé, je pense que tout le monde est au courant, on a prolongé Kingsley Coman pour 17 millions annuels. Il devient le 3e plus gros contrat du club pour le moment, en attendant la réévaluation. Non, en fait, non, ça ne change rien. Derrière Lewandowski et Neuer, du coup, Coman qui devient le 3e plus gros contrat du club. Moi, j'ai trouvé, on m'a parlé de Chypre mirobolant. Moi, ça ne me surprend pas. Il est là depuis 7 ans. Il a marqué des buts très importants. Il nous a fait gagner avec des champions. Alors, certes, il a eu beaucoup de pépins physiques. Il a que 25 ans. Miser sur lui, je trouve pas ça plus dangereux que de miser sur un autre. Oui, il a eu beaucoup de blessures, mais il a été là quand il fallait. Ouais, ces derniers temps, ça va mieux quand même. Ouais, Cette dernière année et demie, ça va mieux. Ouais, mais après, moi, le truc truc choquant, c'est que Müller soit pas dans ce trio, mais bon. Oui, ça va venir, je pense. À la réévaluation, ça va venir. Mais, pardon, Ludo, j'ai vu une info passer. Alors, info ou intox, tu vas me dire. Ousmane Dembélé aurait été la priorité du Bayern. J'ai vu passer cette info-là il y a quelques jours. Alors, il y a eu un éternel débat sur Ousmane Dembélé. C'est vrai, au Bayern, ça parle beaucoup sur le fait que le Bayern est intéressé. Il y a eu même eu ce débat, là, cette fameuse polémique, quand Gnabry ou Sané, un des deux, ils avaient posté ça sur les réseaux, comme quoi ils trouvaient Dembélé plus fort que Mbappé. Et l'autre lui répondait et tout ça. Bref, c'est vrai, je pense que Dembélé a été dans les papiers du Bayern. Avec la prolongation de Coman, Sané, Gnabry, je pense plus que ce soit une évidence. Parce qu'a priori, Ousmane Dembélé, ce ne serait que, entre guillemets, 20 millions d'euros. Ah oui, mais on mettra jamais 20 millions pour c'est le Barça. Pardon, Kevin? 40 millions s'il doit prolonger au Barça. C'est ce qu'il demandait en prime à la signature. Après, dans tous les cas, les salaires ou les primes, on peut les étaler sur la durée du contrat. Donc, je pense que dans tous les cas, les 20 millions, ils peuvent se retrouver s'il n'y a pas d'indemnité de transfert. Mais vous savez combien c'est en salaire ce qu'ils demandent? Ah bah c'est énorme. Ou pas? 200 millions sur 5 ans. 200 millions sur 5 ans. Et c'est Ousmane Dembélé. Hein. Tu vois, c'est Ousmane Dembélé, quoi. Non, mais 200 millions sur 5 ans. C'est un très bon joueur. Kevin, ouais. C'est un très bon joueur, mais effectivement, après, c'est vrai qu'il ne les vaut pas. Je pense que c'est son agent qui essaie justement de faire sauter des gonds en fin de seconde la direction du Barça, parce qu'il y a également une opération de dégraissage au niveau du FC Barcelone. Et on a l'impression justement que dans ce qu'il propose, en fait, il souffle un peu le chaud et le froid à la prolongation d'Umtiti, sorti de nulle part, tout à fait. Qui prolonge pour 3 ans avec une clause libératoire à 0 € activable dès le 1er juillet. Un salaire qui est lissé du coup sur 3 ans, je crois, au lieu d'1 an et demi, quelque chose comme ça. Enfin, les chiffres, entre guillemets, on peut leur faire dire tout et leur contraire. Je pense que sur les 200 millions sur 5 ans, il doit y avoir quelques petites primes, papa, maman, etc. Et puis ensuite, le président ira en prison, comme ça a été le cas pour un ancien président du Barça
dont le nom m'échappe. Mais vous allez, je pense que vous avez compris, mais je pense que c'est important aussi d'expliquer justement la prolongation d'Umtiti. La prolongation d'Umtiti, en fait, c'est uniquement pour faire baisser la masse salariale. Donc, en gros, il gagne 15 millions d'euros, je dis n'importe quoi, il gagne 15 millions d'euros sur 2 saisons. Le Barça lui dit, tiens, je vais te faire signer sur 5 ans, tu vas gagner 20 millions. Ce qui fait qu'au lieu de gagner 15 millions sur 2 saisons, 7 millions et 7 millions, tout d'un coup, sur 5 ans, il va gagner 20 millions. Ça ne va plus être que 4 millions d'euros par saison. Donc, c'est bénéf pour Umtiti, c'est bénéf pour le Barça. Et ils peuvent enregistrer Ferran Torres. En gros, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Ouais, et effectivement, ils ont une clause libératoire à 0 dès le 1er juillet. Comme ça, en fait, le joueur aussi ne se sent pas prisonnier. Le joueur, il a tout à gagner parce qu'il a un contrat long terme où il gagne beaucoup d'argent. Mais il peut partir ailleurs en tous les cas. Mais il peut partir ailleurs dès qu'il a une offre. Ouais, donc, c'est gagnant-gagnant. Parce que après, le Barça, là, pour l'instant, il recrute à crédit. Donc, Ferran Torres, ils l'ont payé à crédit. C'est Lehman Brothers Goldman Sachs qui leur a prêté l'argent, mais effectivement c'est juste ça en fait. Ils peuvent pas dépasser cette masse salariale et Ferran Torres ils ont réussi à l'inscrire comme ça. Et ils voulaient faire la même chose avec Dembélé, c'est-à-dire lui donner peut-être un gros salaire mais sur très longtemps, 7 ans, des trucs comme 45 ans. Voilà. Bref. Ludo, si on se repenche très rapidement sur la Bundesliga, est-ce qu'il y a d'autres points à savoir? Ça chauffe, on en parlait avec Mehdi en backstage, ça chauffe énormément entre Haaland et son club. Il met un énorme coup de pression. Alors c'est étonnant parce que je pensais qu'on aurait su bien avant où c'est qui terminerait. Pour l'instant, on a des pistes, mais maintenant c'est le Barça qui ressort. Le Barça ressort tout le temps. Alors moi j'étais parti sur le Real ou sur l'Angleterre. Ouais, après le Barça c'est vraiment politique, honnêtement. Alors il paraît qu'il y a un accord entre Raiola et le Barça et Laporta, mais l'accord c'est juste si le Barça a l'argent, il signera au Barça, en gros. Ouais. Mais le Barça sait très bien qu'ils n'auront pas les reins pour s'aligner sur Haaland. Après Haaland, ce qu'il disait là, il disait en fait le club m'a mis la pression pour que je dise si je reste ou pas cet été. Et ils veulent aussi en plus me faire signer 2 ans de plus pour me vendre l'année suivante, parce que c'est ça qu'ils veulent en fait, ils veulent le faire signer 2 ans de plus et le revendre l'année 2022-2023, donc oui ça, 2023-2024, en 2023 quoi, et pour le vendre pour un très gros chèque, parce qu'il y a toujours cette rumeur de clause libératoire cet été en fait, qui est activable cet été. Donc potentiellement il pourrait partir pour 75 millions d'euros, je crois, en tous les cas c'est ce qu'on dit, alors que le Borussia Dortmund veut faire un coup à la Dembélé, un coup à la, je sais pas, enfin ils en ont fait beaucoup, des coups comme ça, le Borussia. Ils vendent très très bien leurs joueurs normalement, donc ils veulent leur vendre 150, 180, 200 l'année suivante en fait. Ouais. Et c'est pour ça que les rumeurs disent que il va se barrer. Est intéressé par rapport au dossier. Si c'est 75, si c'est 75 millions. Oh là là, le petit 75, on l'a entendu. Même si je suis persuadé que Haaland ne voudra pas rester dans le championnat, et je pense qu'il va espérer aller chercher beaucoup plus de paillettes. Mais si tu veux dire qu'il va passer à l'OM pour paillettes ? Voilà. S'il va pas en Angleterre, je comprends plus rien au football, sérieusement. Ouais. Il a rien à foutre en Espagne. Voilà. Parlons, tu fais la transition de l'Angleterre très rapidement, il nous reste 5 minutes, je suis désolé, on a pris un peu de temps. Serie A, Ligue 1 et Bundes, pardon. En Angleterre, il y avait normalement un gros derby de Londres qui a été reporté entre Tottenham et Arsenal, c'est bien dommage. Par contre, il y a eu un très gros choc. Oui, Mehdi, c'est dommage. Oui. C'est dommage d'avoir un derby qui est reporté. Par contre, très gros choc entre City et Chelsea. Est-ce que le dénouement ne s'est pas fait ce week-end? City a remporté le choc face à Chelsea, 1-0, donc match très serré. Par contre, City qui pointe maintenant à 11 points devant Liverpool et Chelsea qui est un peu à la ramasse. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour moi, le championnat est plié. Ah oui, pour moi, avec le cette championnat victoire. est plié. Et je pense, oui, avec cette victoire-là, parce qu'on se le disait, c'est que souvent, après les fêtes, on voit à peu près les tendances. City va forcément lâcher quelques points en cours de route, mais je vois mal Liverpool ou Chelsea faire un sans faute. On voit que Chelsea en interne, ça va pas. Tuchel commence à péter les plombs comme il l'a fait au Paris Saint-Germain et à Dortmund. Donc ça devient un peu lui le gars le plus difficile à gérer dans l'institution de Chelsea.
Liverpool, c'était très flamboyant en début de saison. Salah, Mané sont partis à la CAN, donc on va voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça et gérer aussi leur retour, parce qu'effectivement, quand on sort d'une compétition continentale, on n'est peut-être pas tout de suite performant, donc il est possible qu'il y ait un petit contre-coup pendant 2-3 semaines. Et donc, je pense que oui, non, City va être largement devant. Et je vois difficilement une équipe les bouger sur la fin de saison. Il y a vraiment beaucoup trop de maîtrise. Et même sans être flamboyant, les gars gagnent 1-0 contre Chelsea. Donc, pour moi, Mehdi, Ludo, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, sur le championnat, je pense vraiment que c'est plié. Après, effectivement, il a raison, hein, Kevin. Vu l'état des pelouses au Cameroun, on ne sait pas comment ils vont revenir. Ouais, tout à c'est fait. pas sûr que ça se passe bien. Déjà, s'ils ont tous leurs membres, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a un goal qui a perdu quelque chose hein, hier. Je sais pas si vous avez vu. Le pauvre. Non, mais bon, bref. En plus, il coûte des points à la Côte d'Ivoire. Franchement, c'était un moment rare de football et qu'il fallait vivre. Avec des matchs qui s'arrêtent à la 85e. Ah ouais, c'était là ils ont forcé là quand même. D'habitude, c'est bien quand même, c'est mieux que ça d'habitude. Quand même, faut pas déconner. Là vraiment, là ils ont forcé cette année. Mais bon. Soit dit en passant, oui. De ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je pense que City est très au-dessus des autres. Après, Liverpool va certainement terminer deuxième. Et Chelsea, en revanche, franchement, c'est vrai que ça peut. Il a raison, Kevin. Là, Tuchel est en train d'exploser. Hein, c'est moins de 4 minutes. Ça y est. Ouais, ça peut dégringoler parce qu'en fait, le groupe peut vraiment se fissurer autour de sa crise de nerfs à Tuchel. Donc, je sais pas exactement comment ça va se terminer cette histoire pour Chelsea, mais il est possible qu'il termine hors du top 4. Est-ce que c'est possible qu'Arsenal oui. West Ham avec West Ham oui, parce que. Oui, mais vas-y. Non, parce que United, c'est sûr que non. Ah, United, c'est sûr que non. Ludo, tu disais West Ham. West Ham, sur un malentendu, je pense que ça peut aller chercher le podium. Hein. West Ham qui est pour le moment 4e au classement. Hein, quelques 6 points derrière Chelsea. On en parle souvent de West Ham dans la 93e. Ce serait quand même un éclat de génie si West Ham finissait sur le podium. Déjà, si West Ham se qualifiait pour la Ligue des Champions. C'est fou. Mais alors en plus de ça, si ça allait chercher le podium, ce serait incroyable. Messieurs, on avance très rapidement et on va parler très rapidement en 2 minutes de la Liga en quelques minutes. La Liga. Le Real d'ailleurs qui a gagné hier la Coupe du Roi qui était au Qatar si je dis pas de bêtises. Super Coupe, pardon, autant pour moi. Super Coupe d'Espagne qui était en Arabie Saoudite. À Riyad, pardon. Avec une demi-finale Barça-Real. Ouais, et une finale Real Espagnol-Barcelone. Ouais. C'est ça. Ouais, j'ai eu l'occasion de la regarder. Athletic Bilbao. Jean-Michel à peu près est dans la 93e ce soir. Tout à fait. On est en roue libre. J'ai regardé d'un œil. Et le Real Barça était agréable, un match agréable à avoir joué. Ce que je disais en revanche du match pendant que je le regardais, c'est que en fait ces deux équipes qui étaient à peu près de même niveau, c'est inquiétant pour le Real. Et en fait, ces deux équipes-là jouent quasi en marchant. C'est assez statique comme style de jeu, hein, c'est le jeu espagnol. Alors, le Real a un petit peu plus de profondeur quand même avec Vinicius et dans certains cas Casemiro et Benzema qui donnent un petit peu de profondeur au jeu, contrairement au Barça qui ont quasi personne qui donne de la profondeur au jeu. Donc c'est un jeu bizarre parce que ce Real Barça, le niveau technique a énormément baissé par rapport aux années précédentes, mais vraiment, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de fluidité dans les passes, etc. Et j'imaginais l'une de ces deux équipes rencontrer ne serait-ce que Liverpool. Et je pense qu'ils se font déglinguer. Mais vraiment. Ouais. Quand je regardais le match, je me disais, OK, c'est un match sympa à voir parce que les deux équipes sont à peu près de niveau semblable. Ouais. Mais ils ont, en fait. Du coup, le Real vont se faire déglinguer par le Paris Saint-Germain. Non, alors attention, je parle d'une équipe qui met énormément d'intensité. Donc, c'est exactement l'inverse du Paris Saint-Germain. Donc, je parlais vraiment de Liverpool, Manchester City, Chelsea dans leur bon jour, etc. Ces deux équipes-là, si elles rencontrent des équipes de ce niveau-là, moi je le sais parce que le Milan a rencontré Liverpool, t'as l'impression de prendre une tempête, quoi, en fait. Et je pense qu'ils peuvent pas résister à ça, en fait.
Donc voilà. Est-ce que le Real peut tenir, je parle du championnat en tout cas, là, la deuxième partie de saison, sachant que le FC Séville est deuxième au classement avec un match en retard, et pour le moment, le FC Séville gagne des 1-0 par-ci, par-là. Est-ce que ça peut faire une deuxième partie de championnat rocambolesque, selon vous, Mehdi? Ce serait fou. Mehdi? Je pense pas. Je pense que le Real est bien parti là. Je pense sincèrement que cette année, ça va être très compliqué d'aller leur chercher le titre. Très clairement, quand tu regardes toutes les autres équipes, le Real, c'est vraiment la meilleure équipe d'Espagne. Enfin, je veux dire, franchement, quand tu vois la qualité des matchs, etc., je parle vraiment du championnat d'Espagne. C'est vraiment la meilleure équipe d'Espagne, il n'y a pas photo. Tout est après, tout tient à leurs blessures, comme on l'a dit. Ils ont 2-3 remplaçants, le Real. Ils en ont pas beaucoup plus. Donc, si effectivement il y a des blessures clés au milieu de terrain des vieux grognards que sont Kroos et Modric, tout peut être mis en question, hein, parce qu'il n'y a pas de remplaçant à ces deux joueurs-là. Il n'y a pas de remplaçant à Casemiro. Camavinga, Valverde. Oui, mais tu es d'accord que Camavinga, Valverde, Kevin, c'est pas du tout, mais du tout encore du niveau de Modric, Kroos. Tu vois, tu peux pas comparer ça. À leur côté, justement, ça peut les faire grandir. Ouais, mais Ancelotti fait jamais tourner, en fait. Enfin, tu regardes, il fait pas tourner. De toute façon, c'est son truc, hein, Ancelotti. Il a 11 joueurs, il les fait jouer toujours les mêmes. Hein. Donc, c'est ça qui est compliqué. Moi, effectivement, je trouve que dans les petits matchs de Liga, il devrait sortir Modric, sortir Kroos, sortir Casemiro et faire tourner, tu vois. Et en fait, il joue tout le temps avec le même 11. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc, c'est un peu... À voir, mais en tout cas, le championnat reste assez serré, en tout cas en Liga. Moi, je ne mettrai pas ma main à couper que le Real sortira vainqueur. Non, je ne mettrai pas ma main à couper. À voir. Voilà, si Séville le fait, chapeau. Hein. Kevin, tu veux couper. Je voulais juste faire une petite mention spéciale à Benzema qui a remporté son 28e titre hier du coup, et c'est le Français le plus titré de l'histoire du football. C'est beau. Et c'est vrai. On parle beaucoup de Benzema en ce moment, hein, honnêtement. Il a gagné quoi, pardon? 28 titres. 28 titres. Okay. Ouais, 28e trophée en carrière. Donc, record. Les gars au Bayern, ils sont pas impressionnés parce qu'ils en gagnent 28 par saison. Donc c'est pour ça que tu vois, non mais c'est vrai que le joueur le plus titré en activité, il me semble que c'est Dani Alves, hein. C'est pas un joueur du Bayern. Non, c'est 32 je crois, un truc comme ça. 32 il me semble. Mais effectivement, merci Kevin pour cette mention spéciale parce que les prestations de Karim Benzema, surtout en ce moment. Alors, Mehdi a eu. Non, je me demande si c'est pas Marcelo qui est le joueur le plus titré en activité en ce moment. Il me semble là qu'il ce sera la question du quiz de la mort de la 93e. Moi, je mets une petite flèche sur le fait que Coman, je pense, il va devenir le plus titré, hein, mais bon. Ah oui, c'est bien parti. Des Français. Ah oui, là, c'est sûr. Tous les ans, il est champion depuis qu'il a commencé sa carrière. Ouais, c'est vrai, même à la Juve. Messieurs, allez. On va se dire au revoir. Ça fait 1h34 qu'on est en live. Le temps additionnel est terminé, la 93e aussi. Merci à tous dans les commentaires de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir participé. Merci Mehdi, Ludo. À Valentina encore. Merci beaucoup à Valentina de nous avoir accordé trop bien. Un peu de temps, enfin beaucoup de temps même pour cette page Serie A. Et Kevin, on te remerciera jamais assez. Tu reviens quand tu veux, bien entendu. Et surtout pour défendre ton titre lors du quiz de la 93e. Ludo t'attend. Sans faute. Ludo t'attend. Le match retour, frère. Promis, pas de soucis, t'inquiète. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était la 93e. Ciao tout le monde.